Monsieur Woodruff, votre test de VIH s'est révélé positif. Avez-vous déjà utilisé des drogues intraveineuses? Avez-vous déjà eu des relations homosexuelles? Homosexuel, vous avez dit? Vous faites erreur, je suis pas comme ça. Monsieur Woodruff, il ne vous reste plus que 30 jours à vivre. Bah, j'ai des petites nouvelles pour vous. Y a rien dans ce monde qui peut tuer Ron Woodruff en un mois. On vient d'autoriser que ces médicaments soient testés. Et je sais que cet hôpital en a commandé. J'en ai besoin. Ça ne fonctionne pas comme ça, Monsieur Woodruff. Ça fait des mois qu'on parle de ce film. Il est en salle depuis déjà 3 semaines. Son réalisateur, Jean-Marc Vallée, est avec nous ce matin. Salut Jean-Marc, merci d'être là. Bonjour. Le film est à l'affiche depuis 3 semaines, mais au moins depuis 6 ou 7 mois, on parlait du tournage compte tenu du poids, de la minceur de Matthew McConaughey et du fait que tu en étais le réalisateur aussi. Il y a 12 millions d'accumulés au box-office depuis sa sortie. Le budget est minimum, à peu près 4-5 millions maximum. Es-tu content des résultats présentement de ton film partout à travers les États-Unis et le Canada? Oui, Ouais. Ah oui, très content. Fier? C'était très fier. C'était belle retombée. Écoute, surtout quand tu abordes un projet, puis tu sais, il y a une part de risque. Ouais. Et donc, tu te dis, on espère qu'on va bien servir ce projet-là, tu sais, puis que le film va pouvoir être vu. Et là, il l'est, tu sais, parce qu'il a été pris par un distributeur important qui fait un beau travail. Mais là, une part de risque, on va se dire les vraies affaires. Tu as eu moins d'argent pour faire ce film-là avec des vedettes que tu en as pour faire des films récemment comme Crazy ou autre. C'est pas une part de risque, ça, c'était fou même, c'était audacieux. Ben, écoute, quand même, on avait 4,9 millions. Tu sais, c'est des millions. Puis on a une équipe, petite équipe. On le fait sans éclairage, sans équipe électrique. Ouais. Et on aimait le projet. On a tout réagi de la même façon à ce scénario-là. On s'est dit, Matthew en premier, puis moi, puis les producteurs, on s'est dit, il faut raconter cette histoire-là. Elle est trop belle, elle est trop touchante. Comment se fait que on n'avait plus entendu parler, ou pas, les Buyers Club. Et ça faisait 20 ans que le scénario dormait ses tablettes. Donc, écoute, on s'est mis corps et âme là, à vouloir faire ce film. Tu sais, puis, Comment ont réagi les acteurs? Parce qu'on parle de petits budgets. Bon, oui, c'est quand même des millions, mais ces acteurs sont habitués de travailler des grosses productions. On parle souvent des films de 50, 60, 70 millions de budget. Comment ils ont réagi sur le plateau de tournage? Ils aiment bien ça, cette façon là, de changer, cette façon de faire là, qui leur donne un break, qui leur donne une pause là, de la machine qui est lourde. C'est long, installer des rails, c'est lourd, les dollies, 160 personnes. Là, on avait une équipe, bon, c'est quand même important, on était quoi, 70? Mais on travaillait à l'épaule, pas d'éclairage, ils pouvaient se déplacer, on tournait 360 degrés, souvent on coupait pas entre le champ contre champ, de Jared à Jenny ou à Matthew. Donc, techniquement, tout allait plus vite, tout était moins long pour eux autres, c'est ça? Oui, comme il n'y a pas d'éclairage, et puis ils n'ont pas le temps d'aller dans le trailer, d'aller dans leur roulotte, et puis ça se passe là. Et ça, ils aiment ça. Okay. Ils aiment ça, ça les sort un peu de leur zone de confort, mais en même temps, ils font ça, pour aller jouer, et essayer d'être vrai, puis être dans le moment. Puis ça, c'est vraiment être dans le moment, là. Ces deux gars-là ont donné des performances là, géantes. Jared et Matthew, notamment. On va voir quelques images de Matthew McConaughey avant et après. Vous en avez parlé ensemble, ça, qu'il fallait qu'il perde du poids. Ou c'est lui qui t'a dit... Parce qu'au début, tu pensais pas que c'était l'acteur pour ce film-là. Hein? Non, je croyais pas. Les producteurs, Robbie Brenner, la productrice qui était en charge du projet, voulait que je le rencontre. Je disais, je pense que tu te trompes, là, ça n'a pas d'allure. Okay. On n'ira pas... C'est pas ça, là. Tu lis le scénario, là. On est loin de Matthew, là. Et qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était... Ben, c'est elle a dit, écoute, non, regarde, j'ai un bon instinct pour toi puis lui, là, ensemble, là. Va le voir, il vient de là. C'est un Texan. Va l'écouter parler du projet, rencontre-le, et puis tu verras bien. Et regarde, elle a eu raison. Elle a eu raison. Et je pense qu'aussi, le fait qu'il ait une place dans sa carrière où... Il voulait changer perception, il voulait relever des nouveaux défis, il voulait nous montrer qu'il était plus qu'une belle bouille, qu'un beau gars, avec des muscles, parce qu'il a joué pas mal là-dessus, lui, tout le long, tu sais, les comédies romantiques. C'est le beau gars d'Hollywood depuis quelques années, là. Hein? Puis c'est rare que tu le vois, tu voyais Matthew dans un film sans, avec T-shirt. Il y a toujours une shot de Matthew sans T-shirt quelque part. C'est vrai, tout le temps, ça c'est vrai. C'était le cliché, puis c'est ça qui me faisait peur, tu sais, le gars un peu... toujours conscient de son image. Et là, il avait à faire un truc complètement différent où il s'en allait dans l'humilité et même
ça. Il devait être laid par moment. Mais jusqu'où on peut aller? Parce que lui-même l'évoquait en entrevue, il dit j'ai eu des problèmes de santé parce qu'il a perdu énormément de poids. Même que quand on regarde le film au départ, moi, les 15 premières minutes, là, ça me troublait de le voir comme ça. Évidemment, c'est hyper efficace pour l'histoire, mais jusqu'où on peut aller dans ce type de rôle-là où on perd beaucoup de poids, des transformations extrêmes comme ça, quand la santé entre en jeu? Bien, il était malade. Là. C'est des petites complications qu'il y a eu, s'il y en a eu. Là. Il m'en a pas parlé. Okay. Et tu vois, il a fait ça comme un grand garçon. Je le dis souvent parce qu'il était suivi. Et il y a des enfants, il y a une femme, il y a une famille. Il fait attention à lui. Et moi, je te satisfais par contre. Après 30 livres là, de perte de poids, 30 livres. j'étais bien content. Mais il a poussé ça jusqu'à 48 livres. Ça, c'est assez extrême. Fait que ce que ça fait aussi, c'est le tournage. Ça devient... c'est contagieux, là, parce qu'il arrive la première semaine, les autres acteurs et l'équipe, on a tout fait. Oh. Okay. Et là, action. Et là, on est le premier public, l'équipe. Et là, on fait « Wow, OK, il y a quelque chose, il se passe quelque chose devant la caméra. » Les autres acteurs voulaient être aussi performants, aussi se donner autant. L'équipe aussi. Ça a motivé tout le monde. Et en même temps, moi, lui et Jared, ils m'ont fait peur un peu la première semaine parce que ils sont tellement... C'est des personnages tellement plus grands que nature que... Tu sais, moi, je viens d'une école qui est plus, là... Modeste. On en fait moins. En anglais, ils disent « less is more ». Eux autres, ils me donnaient du « more is more ». Puis ça, ben là, ils m'ont sorti de ma zone de confort. Puis moi, j'ai réagi à ça en m'éloignant d'eux un peu. Puis ça a été fait de façon bien intuitive, là. Fait que j'ai éloigné la caméra. J'ai mis des lentilles plus large focale. OK. Et si tu regardes le film, il n'y a pas beaucoup de gros plans. C'est vrai. Il y en a, mais ma façon de réagir à ce qui était, et ces deux personnages-là, la grande folle complètement hystérique. Qu'on voit d'ailleurs à l'écran de Jared Leto. Jared, qui, tu sais, et qui n'a pas peur de jouer la grande folle. Et l'autre, cowboy, homophobe, toujours dans le mouvement. Et là, je disais, donne-moi du stillness, donne-moi un petit peu de... Donc, ça aurait pu être caricatural, à la limite, mais tu l'as bien géré à ce moment-là. Est-ce que c'est vrai que Jared, qu'on voit à l'écran, là, en transsexuel, arrivait sur le plateau toujours en femme? Oui. Et que tu ne l'as jamais vraiment vu en homme? Non. Sauf à Toronto, sur le tapis rouge. On a une photo de toute l'équipe sur le tapis rouge. Donc, c'est comme la première fois que tu le voyais pour vrai en gars. Oui, on a ri, on s'est fait une accolade. Et puis, enfin, tu ressembles à ça. En fait, c'est toi. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez-y, parce qu'on nous amène dans les années 80, alors qu'un homme apprend qu'il a le sida, Matthew McConaughey, et décide de développer un club d'acheteurs de médicaments, comme ça a été le cas pour vrai dans les années 80. Et l'histoire nous amène dans un tourbillon, un mouvement d'intensité, de non-acceptation de la maladie, des préjugés, et aussi du côté entrepreneuriat qu'il a, cet homme-là, qui, malgré la maladie, réussit à étirer sa souffrance sur plusieurs années. Voici d'ailleurs un autre bout du film en question, où même habillé en curé, il tente de passer du Mexique au Canada à des médicaments illégalement. Rien à déclarer? Nada. Vous importez des médicaments illégaux pour la vente. C'est un délit très grave. Ils sont pas illégaux, c'est juste qu'ils sont pas approuvés encore. Je te cherchais, le cow-boy solitaire. Écoute, la fée clochette, si t'as pas plus d'argent et pas d'autres clients, j'ai pas le temps. Notre argent, t'es loin de le mériter. Je te donne une part, 5%. 25, c'est à prendre ou à laisser. Bienvenue au Dallas Buyers Club. Vous traitez ces gens? Je me traite moi-même. Et je ne vends pas des médicaments, mais des cartes de membres. Walker, Dorset, ce sont des patients? Oui, monsieur. Ce sont également des noms de joueurs... Jean-Marc, tantôt, t'as dit quelque chose. Quand on a vu arriver Matthew et qu'il s'est mis à jouer, on a senti qu'il se passait quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sentent qu'il se passe quelque chose avec ce film-là. On parle de nomination aux Oscars, on parle de plein de trucs. Mais vous autres, votre équipe, là, vous le sentez aussi que ce film-là risque d'avoir une belle et une longue vie? Oui, on le sentait à l'écriture, au scénario. Et puis ensuite, tu te mets à tourner. Et puis, l'ensemble du casting, on regarde ce qui se passe devant la caméra. On se dit, OK, je pense qu'on tient quelque chose qui risque de toucher les gens. Et c'était ça la force du scénario. Okay. La leçon de vie, l'humanité qu'il y avait derrière cette histoire-là, ce récit-là, ce gars-là. Donc, ça prouve qu'avec peu de budget et une belle histoire et du talent, on peut faire des fichus de bons films, finalement. Ben oui. Regarde, c'est pas nécessairement, ça se passe pas nécessairement toujours avec des effets spéciaux puis de l'action. Et les belles histoires touchent le cœur.
Et surtout quand elles sont basées sur des histoires vraies, et donc, ouais, ça se passe là. Moi, je recherche tout le temps ce genre d'humanité-là, d'un projet à l'autre. Je cherche les belles histoires, en fait. Mais on parle de buzz concernant les Oscars. Mais là, souvent, on a parlé des films en langue étrangère, catégorie qui est bien populaire au Québec depuis les dernières années. Mais là, on parle d'un buzz pour la catégorie du meilleur film de l'année, des meilleurs acteurs. Ça, c'est quand même gros. C'est la cérémonie la plus prestigieuse, la plus importante. Comment vous vivez le tout au sein de votre équipe? Parce que je parle de buzz, mais aussi aux États-Unis, là, qu'on parle de ce film-là qui pourrait se retrouver dans ces catégories. Ouais, ça se vit plus en ce moment. Là. Sur le tournage, on ne pense pas à ça, ni en montage. Puis là, c'est plus l'équipe de distribution, là, puis la machine qui est derrière, là, qui travaille surtout avec les acteurs pour faire la promo du film et peut-être faire partie là, de la saison des récompenses. Mais moi, je vis ça avec simplicité. Au jour le jour. Adviendra ce qu'adviendra. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis un réalisateur, je suis un metteur en scène, puis je fais mes films. Et après ça, si on veut les récompenser, qu'on les récompense. Et si on les récompense pas, ben, c'est pas grave. Ben, ils on sont passe bons, au prochain. ils marchent. Au prochain, c'est Wild avec Reese Witherspoon. Oui, j'arrive là. Que tu as terminé déjà, la tournée. Ouais. As-tu un regard sur le montage maintenant? Est-ce que tu vas pouvoir suivre le film après? Oui, OK, la parfait. post-production va se faire à Montréal, en partie, toujours avec la même gang, là, avec Studio. Ouais. Puis un projet de film pour Montréal en 2014-2015 peut-être aussi? Oui, après, un peu plus tard. J'ai un projet français après Wild, en fait. J'ai un autre film américain et un film français avant de revenir au Québec avec un projet québécois. Combien de scénarios par année tu reçois maintenant depuis Crazy qui a remporté des prix partout à l'étranger? Ça fluctue dépendamment des sorties de films. Là, j'en reçois un peu plus là, parce que Dallas, c'est de l'attention. Mais je dirais que c'est une quinzaine en moyenne. As-tu le temps de tous les lire? Non, mais j'ai quelqu'un qui m'aide là-dessus. OK. Et je fais confiance à son jugement. Puis moi, j'en lis peut-être 5 et lui, il lit le reste. Et sinon, je lis le début aussi, les 20 premières pages. Et je le sais après, c'est pour moi. C'est pour moi ou non. Ben, en tout cas, avec des autres réalisateurs québécois là, de ce temps-là, il y a comme une fierté des Québécois envers le talent d'ici qui est exporté à l'étranger. Ça, c'est génial. Nous, on le sent, en tout cas, parce qu'on en parle souvent avec beaucoup de fierté. Mais merci, Jean-Marc. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Allez voir Dallas Buyers Club. Je pense que vous allez être touchés par cette histoire-là et le rendu aussi cinématographique, considérant maintenant tout ce qu'on sait sur les moyens réduits pour le produire en plus. Merci, Jean-Marc. Salut.